Bonjour, bienvenue dans Parti-Cycle sur Motors TV. Toute l'équipe de Motor Live et moi-même, on est ravis de vous recevoir sur ce circuit mythique, celui du Castellet, le circuit Paul Ricard, où tout le week-end, il y a eu la SRC. Puisque vous l'entendez, les motos sont encore là. La SRC, c'est la Sunday Ride classique. C'est un événement, ça devient chaque année un petit peu plus important avec de plus en plus de participants, de plus en plus de visiteurs aussi. C'est l'occasion de se retrouver alors, entre copains champions du monde en général, de moto, de tout sport mécanique pratiquement, et puis d'amateurs bien sûr de moto et notamment d'anciennes. Donc il y a énormément de choses à voir pendant tout ce week-end, il y a énormément de courses aussi, et il y a énormément de baptêmes et de motos un petit peu partout. Nous, on en profite surtout, en réalité, pour se faire plaisir évidemment, et puis pour vous présenter les motos du mois, c'est-à-dire la Triumph Truckstone R, la Ducati 62, la Yamaha XSR 900 et puis la Moto Guzzi V9 Bobber. Des motos qu'on retrouve justement dans les stands qui sont dans le village de la SRC. Je vous y emmène, on y va tout de suite. Je suis en train de la regarder, la V9 Romer de chez Moto Guzzi, parce que c'est celle des deux nouvelles V9 donc, que j'ai le moins finalement essayé. Parce que moi je me suis quand même beaucoup plus focalisé sur cette Bobber. Et c'est ce que je vous propose finalement de retrouver tout de suite l'essai complet de cette magnifique, on peut le dire comme ça, V9 Bobber de chez Moto Guzzi. Alors on dirait pas comme ça, hein. Mais là on est chez Moto Guzzi, on est à Mondello dell'Ario. Si, chez Moto Guzzi, regardez, c'est écrit derrière. Ouais. Et ce que vous voyez juste là, c'est la nouvelle V9 Bobber. Ouais, parce qu'il existe une version Romer, une version Bobber. Ça c'est la Bobber, c'est celle qu'on va essayer aujourd'hui. Parce que j'aime bien l'autre, hein, mais celle-là me plaît encore plus. Et puis bon, là elle est toute petite, mais on va en prendre une grande. Voilà. Ah bah tiens, justement, là la version Romer, elle arrive là. Vous voyez, bon, elle est moins sympa. Elle est moins sympa. Non, c'est vrai, elle est moins sympa. Donc on va s'en tenir quand même à essayer celle-là. Les deux nouvelles Moto Guzzi, les V9, partagent la même base mais proposent deux visions différentes de la moto. Quand la Romer représente le custom mid-size dans toute sa splendeur, la Bobber joue la carte du bad boy à fond. Bon, je vous dirais pas que je ressens pas une certaine fierté à rouler sur ce Bobber. Hein. Je trouve qu'il est particulièrement bien dessiné. Moi, ça me donne l'impression d'être plus beau, moi aussi. Une chose est sûre, on ne doute pas une seconde des origines italiennes de la V9 Bobber. Les formes sont nettes, les galbes sont pures, les matériaux et peintures de qualité. Le réservoir est aérien. L'arête qui le parcourt l'affine alors qu'il contient tout de même 15 litres de carburant. Le moteur lui aussi est une belle pièce qui participe à l'esthétique soignée de l'ensemble. Ah, c'est bien d'être joli, hein, mais efficace, c'est pas mal non plus. En l'occurrence, le nouveau V2 Moto Guzzi est une petite perle. C'est bourré de couple à pratiquement tous les régimes. Alors, il y a bien que sous la barre des 2000 tours minute hein, qui cogne un petit peu. Mais au-delà, ça grimpe franchement de façon assez linéaire jusqu'à plus de 6500 tours sans broncher. La boîte de vitesse est douce, c'est précis. On n'hésite pas une seconde à changer de rapport parce que le levier d'embrayage est particulièrement fluide. On risque pas de se faire des crampes, quoi. En réalité, le bicylindre en V transversal à 90 degrés de 853 cm3 de la V9 est à 90% nouveau. Euro 4 oblige, Moto Guzzi ne pouvait pas s'en tenir à gonfler celui de la V7. Malgré tout, l'Italien a réussi à conserver un refroidissement par air et huile. Comme sur la V7, la transmission finale est confiée à un arbre à double cardan désaxé et à un couple conique tout deux redimensionné pour supporter le surcroît de couple du moteur. S'il n'est pas très puissant, à peine 55 chevaux à 6250 tours minute, il développe 62 Nm à 3000 tours minute et ne redescend pas sous la barre des 60 Nm entre 2500 et 6500 tours minute. Alors, on sent que Moto Guzzi a voulu créer une moto de caractère avec cette V9. Hein. Qui plus est, en version Bobber. La position de conduite est assez naturelle. Bon, légèrement en avant, essentiellement parce qu'elle est dotée d'un drag bar. C'est ce guidon plat, là, assez large. La selle est basse, à peine 78 cm, du coup on a l'impression d'être au ras du sol. Et d'ailleurs on est au ras du sol, hein. Les recostauds ne demandent qu'à faire des étincelles dans les petits virages serrés, c'est super drôle. Alors c'est vrai qu'avec son gros pneu à l'avant, elle demande un petit peu plus d'engagement pour s'inscrire en courbe, mais franchement ça pose pas particulièrement de problème. Il faut dire qu'elle est plutôt légère, hein, 199 kg à peine. Moto Guzzi a choisi de conserver ce qui fait le charme de la marque, des matériaux nobles.
Le réservoir est en acier, comme les garde-boue ou le double berceau tubulaire. Les jantes sont en alliage d'aluminium, comme le guidon drag-bar ou le nouveau bras oscillant optimisé pour laisser passer un pneu de 150 par 80 à l'arrière. À l'avant, la jante de 16 pouces accueille quant à elle un pneu de 130 par 90. En termes de freinage, à l'avant un disque de 320 mm de diamètre pincé par un étrier Brembo 4 pistons. À l'arrière, c'est un étrier 2 pistons qui se charge de mordre un disque de 260 mm. Le tout est doté d'un ABS Continental à 2 canaux. Côté suspension, la V9 doit se satisfaire d'une fourche traditionnelle de 40 mm non réglable et à l'arrière d'un double amortisseur réglable uniquement en précontrainte. Bon, je la trouve un petit peu raide à l'arrière, mais c'est peut-être parce que la selle est fine. Et un petit peu trop souple à l'avant, mais là c'est peut-être parce que je pèse trop lourd. Bon, en revanche, une chose est sûre, à l'ABS, ça se déclenche un petit peu trop facilement à mon goût à l'arrière, alors qu'à l'avant, rien à dire. Ça pourrait toujours être plus mordant, hein. Mais enfin, ça freine bien quand même pour un simple disque. Ce que je trouve vraiment au top, en revanche, c'est le traction de contrôle. Il est simple, une position pour le sec, une autre pour le mouiller, et la possibilité de le couper, c'est parfait. Comme le compteur d'ailleurs, c'est simple, pas de chichi. La vitesse avec un compteur à aiguille, un petit écran qui regroupe un max d'infos comme le rapport engagé ou un shift light, pas mal. En option, on peut connecter son smartphone pour avoir plein d'autres infos, faire de l'éco-conduite, etc. Alors je sais pas si c'est très utile tout ça, mais enfin ça a le mérite d'exister sans être imposé. Et au cas où, il y a même une prise USB sous la direction pour recharger le téléphone. Bon, la seule chose que je trouve dommage au fond, c'est le manque d'expressivité de l'échappement. J'ai l'impression que les passants en profitent plus que moi. C'est d'autant plus navrant qu'on n'est pas sur la Romer là. Ça choquerait personne si elle pétaradait plus gaiement la bobber. Moto Guzzi a réussi son coup en proposant non pas une ressucée d'un ancien modèle, mais en proposant sa vision du custom mid-size du 21e siècle avec tout ce que cela comporte de modernité sans tomber dans la démesure. Et surtout, le constructeur italien propose tout sauf une moto cheap. Et pour ceux qui voudraient la rendre plus personnelle, Moto Guzzi a prévu un catalogue d'accessoires format bottin qui devrait largement suffire à faire s'envoler une facture déjà conséquente. Comptez 9 990 € pour la Romer et 10 390 € pour la Bobber. Le prix à payer pour rouler sur une moto produite en Italie en faisant appel à des sous-traitants, majoritairement italiens. Moi je l'adore comme ça, franchement. Scrambler Ducati 800, magnifique. Mais la nouveauté, c'est pas celle-là, c'est pas la 800, c'est la 400. Et pour essayer cette nouveauté, eh bien, on a envoyé le poisson pilote, comme on dit, Maya Camus. On la retrouve tout de suite au guidon. Alors pas de celle-là, hein. C'est pas de cette couleur-là qu'elle a aimé. Elle en a préféré une autre. Bah, c'est une histoire de goût après. Hein. Sorti en 2015, le Scrambler 800 a eu un petit bébé dès l'année suivante. Il a donné naissance à un 62 ressemblant presque trait pour trait à son papa. Principale différence, son bicylindre aux normes Euro 4 n'affiche plus que 400 cm3 et 41 chevaux, ce qui la rend accessible au permis A2 sans bridage. Et pourquoi 62 d'abord ? Eh bien parce que c'est en 1962 qu'est né le Scrambler Ducati originel. Le 400 hérite donc d'un surplus de légitimité. Niveau ergonomie, c'est pareil que le Scrambler standard. Hein. On a un grand guidon bien large. Encore une fois, pour les petits bras, c'est pas terrible. Et puis bon, ce grand guidon, c'est aussi l'atout fun du Scrambler parce que ça donne un bon bras de levier. Alors pour la balancer d'un virage à l'autre, c'est le pied. En ville, par exemple, maniabilité, pose vraiment pas de soucis. Les suspensions, question confort, c'est plutôt pas mal. Notamment en ville, sur les petits pédales, tout ça. Mais sur roulant, elle est très joueuse, agile, elle reste tout à fait saine. Au chapitre des différences avec le 800, le Scrambler 62 le joue moins luxe et se voit doté d'une fourche Showa standard au lieu d'une caille à bain inversée, d'un bras oscillant en acier au lieu de l'alu, d'une ligne d'échappement 2 en 1 plus simple avec silencieux noir. Mais également d'un étrier de frein avant à 2 pistons au lieu de 4, d'un empattement plus long de 15 mm et d'un pneu arrière en 160 mm de large au lieu de 180.
Les pneus Pirelli MT60 sont toujours là, avec leur sculpture à crampons qui assure sur le sec, mais dont on se méfie un peu sur le mouillé. Le frein avant se révèle tout à fait suffisant, de même que le frein arrière. Bon, l'ABS se déclenche pas trop souvent, donc tout va bien. En revanche, ce qu'on n'aime pas trop, ce sont les deux leviers, le frein et l'embrayage. Ils sont vraiment très éloignés, les poignets, et ça pour les petites mains, c'est pas franchement agréable. Toute mouillée, avec le même cadre treillis tubulaire et à peine 1 litre de plus embarqué, la 60 pèse 183 kg, seulement 3 de moins que la 800, et la prise USB sous la selle a disparu. Enfin, son réservoir a perdu ses flancs interchangeables pour une simple déco peinte, avec 4 étoiles pour 400 cm3, et elle propose 2 coloris spécifiques en plus du noir, un orange et un bleu ciel. L'instrumentation est identique, avec un simple cadran LCD complet. On fait défiler les infos à main gauche, mais l'ABS n'est pas déconnectable, à la différence du 800. Comme sur ce dernier en revanche, l'ergot de la béquille latérale n'est pas des plus simples à trouver avec le talon, ça peut énerver. Et bien sûr, le bicylindre en L refroidi par air a été coupé en deux à la racine, de 803 à 399 cm3, par réduction des cotes d'alésage et de course. Il affiche une puissance de 41 chevaux à 8750 tours minute et un couple de 34 Nm à 7500 tours minute. À 130 km/h en 6e, le compte tour affiche environ 8000 tours minute. Il en reste un petit peu pour atteindre 140 km/h, vitesse à laquelle on ne reste pas bien longtemps de toute façon. On aime bien l'exploiter à partir de 4000, mais surtout 6000 tours minute, où il s'exprime de façon un peu plus rocailleuse et où l'on en tire le meilleur. On n'a pas des relances hyper énergiques, mais le moteur il a quand même suffisamment de patates pour qu'on ne soit pas toujours en train de jouer de la boîte. Bon, bien sûr, il faut rentrer un rapport si on veut une bonne relance, notamment dans les petites courbes, mais on n'a pas besoin justement de trop s'occuper du pied gauche. Il est assez docile finalement, il a conservé un petit caractère. Bon, en revanche, pour la sonorité, on repassera. C'est pas forcément ce qu'on attend d'une sonorité Ducati, mais bon, il faudra rajouter un peu. Pour sûr, quand on a goûté au 800, le 400 peut paraître fade niveau moteur. Pourtant, on trouve du charme à cette 62 qui colle peut-être mieux à la philosophie Scrambler originelle et aussi à celle développée par le marketing Ducati pour la naissance du premier. Une moto essentielle et accessible à tous. Enfin, quand on peut y mettre le prix, car à 7 990 €, le rapport euro-centimètre-cube est sacrément élevé, surtout si l'on prend en compte que le 800 peut être bridé à 35 kW pour les jeunes permis. J'ai pas pris un coup de soleil, vous inquiétez pas, c'est juste que Yamaha a trouvé très bien de mettre cette tente rouge au-dessus de sa moto, ce qui fait qu'on la voit pas forcément très bien, ça la met pas super en valeur. Mais enfin c'est pas grave, on va, figurez-vous que, elle est à l'essai avec ses CR 900, hein. Justement on va y aller, et à Fuerteventura cette fois. Comme ce fut le cas pour la MT-07 avec la XSR 700, la MT-09 elle aussi est passée à la moulinette Fasterson pour coller au mieux avec la philosophie en vogue, la moto vintage. Nous nous sommes rendus dans l'archipel du printemps éternel, sur l'île de Fuerteventura pour être précis, pour découvrir ce que la Yamaha XSR 900 a à offrir. C'est toujours un plaisir de prendre le guidon d'une moto équipée de ce bouillonnant 3 cylindres, même si là la cartographie a été adaptée au style Sport Heritage de la XSR 900. Il y a toujours 3 modes possibles, standard, A pour velu et B pour plus cool. Mais enfin on sent bien que les motoristes Yamaha sont attachés à la rendre globalement plus ronde. Sans pour autant calmer les ardeurs des 115 chevaux, rassurez-vous, hein. Ce moteur c'est une vraie réussite et je peux vous dire que le passage à Euro 4 ne l'a pas assagi du tout. Du tout. On est même bien content d'ailleurs qu'elle ait un traction control. Il faut reconnaître une chose à Yamaha, c'est sa capacité à faire oublier la MT-09 à qui pose son regard sur la XSR 900. Si la partie basse de la moto respire toujours la modernité avec son 3 cylindres compact de 847 cm3, 115 chevaux et 227 Nm de couple, son cadre en aluminium coulé sous pression, sa fourche inversée de 41 mm de diamètre
et son freinage qui pourrait s'appeler Stoppie tellement il respire la puissance. Il faut dire qu'avec un disque de 245 mm et un étrier 2 pistons à l'arrière et 2 disques de 298 mm pincés par des étriers radio à 4 pistons à l'avant, elle a tout d'une sportive. La partie haute de la moto, c'est une autre histoire. On est très clairement dans l'hommage. Éclairage avant et arrière rond, sortie de peau ronde. Compteur rond très lisible. Pour le côté préparé Fasterson, on notera la présence d'éléments en métal forgé disséminés sur la moto. Sous la selle, sur le radiateur, le phare ou entre la fourche et le garde-boue avant, et une présence importante de noir mat sur le guidon et le pot. La question qu'on est finalement en droit de se poser, c'est de savoir si la XSR 900 n'est qu'une MT-09 maquillée à l'ancienne ou bien une vraie Sport Heritage. Entendez par là donc une moto dotée d'un caractère à l'ancienne. Et bien ce que je peux vous en dire, c'est que beaucoup d'éléments concourent à lui donner une identité bien à elle en dehors du design. À commencer par la position de conduite. La selle est vraiment très différente, c'est plus large, c'est plus moelleux, c'est aussi plus haut et plus reculé parce que le réservoir est plus long. En revanche, le guidon est identique à la MT. Résultat, on est plus en avant que sur la MT-09 et les jambes sont un petit peu moins repliées. C'est plus confortable, quoi. Et puis, je sais pas si c'est le travail sur la cartographie des modes de conduite ou si c'est le fait d'avoir retravaillé l'embrayage assisté. Mais on a vraiment la sensation que la XSR 900 est plus coupleuse jusqu'à mi-régime que la MT-09. Alors que sur le papier, elle perd 1,5 Nm de coupe. C'est pas beaucoup. Enfin, ça culmine à 87,5 Nm à 8500 tours minutes sur la XSR. Pour le reste, la partie cycle est pratiquement identique. La suspension est plus ferme que sur la MT-09, mais qui s'en plaindrait? Le combiné réglable en précontrainte et en détente filtre parfaitement les irrégularités de la route. Et puis comme sur la MT-09 Tracer, la XSR 900 profite d'un traction control TCS totalement déconnectable et très efficace. Permissif en mode 1 et nettement plus sensible en mode 2. Mais tout cela semble bien accessoire au regard des sensations qu'elle distille au fil des kilomètres. Il se passe quelque chose quand même sur cette moto, une fois qu'on calme les ardeurs du 3 cylindres, c'est fou, on dirait qu'elle peut pas rester sur ses deux roues, elle demande qu'à lever la bestiole là. Et puis une fois qu'on a pris la mesure surtout de la puissance dantesque du frein avant, là on commence à enrouler et c'est que du bonheur. La sonorité à l'échappement, il n'y a sûrement pas pour rien à mon avis, mais enfin, il se dégage quelque chose de vraiment très positif de cette XSR 900. Elle mériterait peut-être juste un train avant un petit peu plus lourd, ça flotte légèrement à la remise des gaz en sortie de courbe ou sur les grosses accélérations en ligne droite, mais bon, elle est tellement sympa, franchement, qu'on lui pardonne tout. Non, blague à part, j'avais quelques a priori. Je pensais que c'était le type de moto qu'on allait essentiellement croiser, exposé devant une terrasse de café, une sorte d'accessoire de mode, quoi. Pour le genre chemise à carreaux, barbe longue et coupe à l'eau chaude. Mais non, l'appel de la route pourrait bien être le plus fort et faire naître des envies de grande évasion. D'ailleurs, j'ai pas envie de la rendre. Allez, salut hein. Une chose est sûre, Yamaha fait tout ce qu'il faut pour satisfaire tous les publics. Un catalogue d'accessoires important est disponible pour customiser la XSR 900. Elle pourra à loisir devenir sportive, café racer ou plus touring pour ceux qui rêvent de longues routes qui serpentent dans de grands espaces vierges. Reste à savoir si les 9 699 €, soit 1 200 € d'écart avec la MT-09, sont justifiés. Bon alors évidemment quand on pense Triumph, bien souvent on pense Bonneville, c'est bien normal, c'est vrai que c'est un classique de la marque anglaise, mais il y a aussi la Truckstone et justement Triumph vient de renouveler ce modèle et notamment avec une version R que encore une fois le poisson pilote a été essayé. Mais il y a Camus tout de suite, je vous emmène. La nouvelle Truckstone est certainement le plus excitant des modèles de la gamme Bonneville, revue par Triumph en 2016. Ce café racer mythique s'offre un millésime bien plus sportif que le précédent, notamment dans cette version R où modernité et héritage font vraiment bon ménage.
La Truckstone doit son nom à la course d'endurance Truckstone 500 série, où triomphe s'illustrait par des victoires et des records dans les années 60. Cette bonne ville racing et un rien canaille symbolise à elle seule tout l'esprit des cafés racers de l'époque. Sa réincarnation 2016 y reste fidèle à l'extérieur, tandis que l'intérieur ne néglige aucun des attributs contemporains que la technologie peut offrir à une moto. Nous voilà dans les environs de Lisbonne, sur la nouvelle Truckstone, ici en version R pour Racing. Et ce qu'on remarque tout de suite sur cette Truckstone, c'est qu'elle est bien plus sportive que le millésime précédent. Malgré une ligne joliment remise au goût vintage du jour, on reconnaît la Truckstone au premier regard. Son phare rond, orné d'un feu de jour à LED en demi-cercle, sa selle monoplace, ses demi-guidons bracelets, son réservoir échancré, son bouchon de réservoir Manza, ses silencieux mégaphones, ses jantes à rayons, ses rétros en bout de guidon, où l'on ne voit pas trop mal, évoquent le café racer british à l'état pur. Les pièces en alu de la version R rutiles, bras oscillants, T de fourche, plaque latérale, sangle de réservoir et bien d'autres. Elle se distingue aussi par sa fourche chaud à big piston et ses amortisseurs all-in se réglables en tous sens et un poids de 203 kg à sec contre 206 pour la version standard. L'instrumentation à 2 cadrans analogiques dispose d'un écran numérique complet. Horloge, 2 tripes, conso instantanée et moyenne, autonomie restante en kilomètres, indicateur d'entretien. Le cadre, totalement revu, est toujours constitué d'un treillis tubulaire en acier, mais la géométrie a gagné en sportivité avec un empattement et un angle de chasse réduit, ainsi qu'une jante avant qui passe de 18 à 17 pouces. Alors c'est une petite moto, mais pourtant elle accueille aussi les plus grands. Le réservoir est très fin, très sculpté. On peut vraiment bien le serrer avec ses jambes et ça c'est plutôt intéressant en conduite sportive. On peut aussi bien bouger sur la selle. Et c'est important parce que justement cette Truckstone demande un petit peu d'engagement de la part du pilote. Bon, c'est pas extrême non plus, mais on sent qu'il faut sortir un petit peu les hanches pour enchaîner les virages. En son cœur, toujours un twin parallèle mais en 1200 cm3, calé à 270 degrés, à refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre et Euro 4. Le radiateur et ses durites sont délicatement intégrés, les corps d'injection sont camouflés façon carburateur et les ailettes des cylindres conservées. Style classique oblige. Avec 97 chevaux à 6750 tours minute et 112 Nm à 4950 tours minute, ses performances sont maintenant à la hauteur de ses prétentions de sporting néoclassique. Tout le temps disponible, ce Twin offre une réponse particulièrement franche à mi-régime, entre 3000 et 5000 tours minute, et on cruise à 130 km/h à 4500 tours minute en 6e, ce qui laisse largement de quoi voir venir jusqu'à la fin de la zone rouge à 8000 tours minute. Ride-by-wire et mode de conduite sont de la partie, ainsi que l'ABS et l'anti-patinage, tous deux déconnectables à main gauche. L'embrayage assisté est un régal et la boîte 6 rapports est transparente, mais la course du levier est assez importante car celui-ci est placé haut afin de préserver la garde au sol. Alors, Triumph pour cette nouvelle Truckstone a beaucoup travaillé sur la sonorité de son échappement. On aime bien le petit crépitement des deux silencieux mégaphones. Ça va bien avec le style de la moto. Alors niveau frein, on a grosse puissance avec le Brembo à l'avant. Super feeling, bon mordant, bonne puissance. L'ABS il déclenche un petit peu plus. Surtout sur les mauvais revêtements, un petit peu aussi à l'avant. En revanche, on remarque la discrétion agréable de l'anti-patinage. Niveau suspension, eh bien, on a, comme on vous l'a dit, du beau matériel. On peut changer les réglages. En l'occurrence, on est resté sur le réglage standard. Bon, c'est un peu ferme quand même, du coup, pour le confort. Puis la selle aussi est assez ferme, mais bon, on est sur une sportive, donc voilà, on accepte. Sinon, vous prenez la Truckstone normale, avec des suspensions standards, qui est beaucoup plus confortable, paraît-il, mais on l'a pas essayé encore. Loin d'être une simple évolution du millésime précédent, la Truckstone 2016 est une vraie nouvelle interprétation du concept, née avec elle il y a un demi-siècle. Moderne mais classique, performante mais simple, sportive mais accessible, elle a tout pour plaire aujourd'hui. Et elle n'hésite pas à se faire désirer avec un tarif conséquent, surtout en version R. De quoi défendre son héritage glorieux face à une BMW 90 pour la course au titre d'égérie hipster.
Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On est ravis évidemment de vous avoir compté parmi nous pendant cette demi-heure. On se retrouve dans un mois hein, avec toujours plus de vidéos. Si vous voulez en voir, d'ailleurs, vous voulez revoir, vous pouvez y aller sur motorlife.tv. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'actualité de l'auto, de la moto, du scooter, du quad, etc., motoservice.com. Ciao. Bon, moi je vais essayer de faire un donut. Donut. J'arrive pas du tout là.